attention les oreilles. Chez vous aussi ça sonne faux? C'était une belle sonate de Mozart pourtant. Je vais vous expliquer ce qui est vrai et faux dans ce qu'on appelle l'effet Mozart. C'est Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre. Restez avec moi. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement donc à mes lectrices qui sont en fait des mamans, des futures mamans, des jeunes mamans, parce qu'il est clair que certainement elles ont entendu parler de cet effet Mozart. Alors encore récemment, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, je suis allée voir un ostéopathe avec mon bébé et quand je suis arrivée, donc l'ostéopathe, qui était aussi aptonome, m'a demandé si tout s'était bien passé pendant ma grossesse, et puis il m'a demandé si j'avais fait écouter de la musique classique à mon bébé, et je savais évidemment où il voulait en venir. Elle m'a demandé, surtout apparemment c'est très important d'écouter du Mozart, et voilà, c'était dit. Donc en fait il s'agit de ce qu'on appelle un neuromythe, c'est-à-dire une fausse idée sur l'apprentissage, mais je vais vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit, et en fait quel est le vrai du faux dans ce qui est dit. Donc l'effet Mozart, c'est quoi? Pour expliquer l'effet Mozart, il faut expliquer deux choses. Il faut expliquer ce qu'on appelle les périodes critiques, que les neuroscientifiques préfèrent appeler les fenêtres d'opportunité, et les environnements enrichis. Alors d'abord, qu'est-ce que sont les périodes critiques? Alors il faut savoir que quand on est avec un certain nombre de neurones et on va faire des connexions synaptiques en fonction des informations de l'environnement que le cerveau capte. Et c'est vrai que chez le bébé, et en tout cas avant 3 ans, on va dire, il y a des pics de ce qu'on appelle la synaptogenèse, donc de la formation, vous voyez, il est d'accord? Tout à fait d'accord. De la formation de ces synapses, donc de ces jonctions de neurone à neurone. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé les périodes critiques. Alors à côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les environnements enrichis. Alors ça vient d'où ce concept d'environnement enrichi? Donc d'abord c'est quoi? Les environnements enrichis, c'est cette idée que si votre enfant se trouve dans un environnement qui est particulièrement stimulant, il va devenir plus intelligent. Alors d'où ça vient? Ça vient d'une expérience qui avait été effectuée à l'époque sur des rats. On s'était rendu compte, on avait pris 2 groupes de rats, un groupe de rats qui était dans une cage qui était assez, enrichie, donc avec des objets, avec des chemins à parcourir, avec d'autres rats, et puis un groupe de rats qui était plutôt isolé dans des cages. Alors on s'est rendu compte effectivement que les rats qui avaient été élevés, on va dire, entre guillemets, dans des cages enrichies, évidemment ça c'est bébé et donc c'est peu de sommeil aussi, eh bien ces rats étaient capables ensuite de réussir plus facilement un test d'orientation spatiale dans un labyrinthe. Et donc de là est née l'idée que vraiment il fallait enrichir l'environnement pour stimuler le développement de l'intelligence chez un enfant. Et donc on a parlé de pic, de période critique, on a parlé d'enrichissement de l'environnement, évidemment vous allez voir où je veux en venir, maintenant on va parler de l'effet Mozart. Ça vient d'une autre expérience, une expérience de psychologie, dans laquelle on avait séparé des adultes, cette fois en 3 groupes, un groupe qui était en silence dans une pièce, un groupe qui écoutait une cassette de relaxation et un groupe qui écoutait une sonate de Mozart. Et on s'était rendu compte que le groupe qui avait écouté la sonate de Mozart ensuite était capable de mieux réussir une des sous-catégories d'un test d'intelligence. Donc déjà voilà, tout le bien que je pense, n'est-ce pas, des tests d'intelligence. Et ils étaient capables de réussir les exercices, en tout cas de capacité visuospatiale. Donc de là, l'effet Mozart était né, il a été depuis breveté, et donc on a considéré que, en tout cas avant 3 ans, il fallait enrichir l'environnement d'un enfant avec de la musique classique, qu'il fallait lui faire écouter de la musique classique et que cela allait le rendre plus intelligent. Et ça s'est tellement bien répandu à travers le monde que par exemple aux États-Unis, on donne des CD aux jeunes mamans pour qu'elles fassent écouter la musique classique à leur enfant. Au Japon, par exemple, on vous donne des bananes qui sont brevetées effet Mozart, c'est-à-dire elles ont été cultivées dans un environnement dans lequel on a fait passer de la musique classique et notamment la musique de Mozart. Et donc c'est vraiment très très ancré maintenant dans les mentalités que effectivement écouter du Mozart rend l'enfant plus intelligent, ce qui est complètement faux. Alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Alors effectivement,
Il existe, durant les premières années de vie, ce qu'on appelait des fenêtres d'opportunité, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles l'apprentissage sera facilité. J'ai dit facilité, pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire qu'une fois que ces fenêtres d'opportunité sont passées, que l'apprentissage ne sera plus possible. Il sera juste plus compliqué. Donc, par exemple, on s'est rendu compte que si on apprenait une langue dans les premières années de vie, on allait avoir beaucoup plus de facilité à reproduire les accents que si on étudie une langue beaucoup plus tard. Donc oui, c'est vrai, il y a des moments qui sont plus propices, ce qui ne veut pas dire que on ne peut plus apprendre par la suite. Donc ça, c'est déjà la première chose. Alors la deuxième chose, maintenant, c'est que écouter de la musique de façon tout à fait passive ne rend pas plus intelligent. Alors peut-être que dans cette expérience-là, isolée, il y a eu, que ce soit corrélé ou non, des meilleurs résultats de la part de ces étudiants à un test visio-spatial, voilà, qui n'est pas connecté d'ailleurs avec l'apprentissage de la musique. Mais on a fait plein de tests par la suite. Il n'y a aucun lien entre l'intelligence, entre ce qu'on appelle les fonctions exécutives, entre l'apprentissage d'autres matières et l'écoute passive de la musique. Ce qui fonctionne, par contre, c'est l'apprentissage d'un instrument de musique. C'est-à-dire si assez rapidement vous demandez à votre enfant, enfin vous demandez, pas l'obliger, mais disons que si votre enfant montre un intérêt pour l'apprentissage d'un instrument, il ne faut certainement pas l'en dissuader parce que c'est vrai que l'apprentissage d'un instrument va vraiment développer ce qu'on appelle le contrôle exécutif parce qu'il y a un retour qui est fait au cerveau, donc l'enfant va jouer une note, va entendre le résultat de ce qu'il a fait, il va y avoir un système d'erreur-correction qui va se mettre en place, il va pouvoir ajuster et de cette façon, il va pouvoir véritablement s'améliorer dans beaucoup de domaines et notamment dans l'apprentissage dans tous les domaines. Donc apprendre à apprendre. Donc on s'est rendu compte que les enfants qui pratiquaient l'instrument avaient des facilités dans beaucoup de domaines différents, que ce soit des domaines lexicaux qui sont liés avec la musique cette fois, ou que ce soit dans plein d'autres domaines. Par exemple, ils ont même moins de besoins en termes de sommeil par rapport à la mémorisation. Donc apprendre à jouer un instrument de musique, ça a un impact. Alors il faut pas le faire dans les premiers âges de la vie non plus, il y a aucun impact par rapport à ça. Donc on s'est rendu compte que même encore plus tard, on pouvait tout à fait apprendre un instrument de musique et que il fallait pas être un expert pour avoir déjà ces effets, notamment sur le contrôle exécutif et sur d'autres choses. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur le contrôle exécutif, je vous mets un lien sous cette vidéo. Donc il fallait pas être un expert, il fallait pas faire partie d'un orchestre ou être un grand musicien pour avoir ces effets sur le cerveau. Il fallait pas non plus avoir joué d'un instrument de musique pendant des laps de temps très importants, en avoir joué quelques années durant la vie. Ça préservait par exemple les capacités cognitives, même chez les personnes beaucoup plus âgées. Donc on s'est rendu compte que les personnes âgées étaient moins souvent soumises à des dégénérescences type Alzheimer quand elles avaient joué d'un instrument de musique au cours de leur vie. Et d'ailleurs, dans les maisons de retraite, on pousse aux activités musicales pour cette raison. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris que l'effet Mozart est un neuromythe. Il ne faut pas absolument mettre des écouteurs sur votre ventre de femme enceinte ou faire absolument écouter de la musique à votre enfant très tôt en se disant il va être plus intelligent. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des fenêtres d'opportunité. Donc c'est important de stimuler votre enfant, mais toujours d'une façon zen et de façon ludique. Il n'est pas nécessaire non plus de dégoûter votre enfant des apprentissages, c'est certainement pas le but. Et voilà, donc il y a des fenêtres d'opportunité. C'est vrai que les environnements enrichis vont stimuler votre enfant, mais encore une fois, il faut pas aller dans l'exagération et l'écoute passive de la musique classique n'a pas d'impact. Voilà, j'espère que ceux qui ont breveté l'effet de Mozart ne vont pas me lyncher en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir donc sur le site des outils pour apprendre. Vous y trouverez de nombreux articles sur les stratégies d'apprentissage qui fonctionnent. Comme vous trouverez aussi de nombreux articles sur ce qu'on appelle les neuromythes, qui sont, selon moi, délétères à l'apprentissage. C'est Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre. C'est ici en dessous pour s'abonner à la chaîne. C'est un peu plus bas pour aller vous inscrire sur le site internet, y faire les tests et y consulter mes articles, qui sont d'ailleurs renforcés par une grosse bibliographie. Donc vous verrez que je
prouve en fait ce qui est dit dans l'article avec un tas de références d'articles scientifiques que vous pouvez aller consulter, donc sur une database qui s'appelle PubMed. Voilà, si vous êtes courageux, ce sont des longs articles en anglais, donc quand on a fait de la recherche, évidemment, hein, c'est facile à lire. Quand on n'en a pas fait, c'est un peu plus compliqué. N'hésitez pas si vous voulez me poser des questions aussi ou me faire des feedbacks. Je vous souhaite une bonne semaine et que tout se passe bien. Ciao, ciao!